La femme est appelée à imprimer un leadership d'excellence. Elle est donc celle dont le leadership doit impacter sur la transformation sociale. Nous parlerons de ce modèle de leadership avec Madame Nadine Bakari. Vous avez plusieurs casquettes. Bienvenue à vous dans cette émission. Merci beaucoup. Ceci démontre justement que vous avez des capacités à influencer le monde autour de vous. Vous êtes docteur, vous avez aussi un bachelor en gestion des conflits et stratégie, vous êtes entrepreneur, vous êtes présidente d'un club de football féminin et classe sport. Vous avez plusieurs casquettes, on ne va pas toutes les citer ici. Et ça fait de vous aujourd'hui une femme leader, bien que vous êtes jeune au sein de la société. Alors, vous êtes jeune, comment vous parvenez à jongler avec toutes ces casquettes? Très bien, bien. Je pense que la jeunesse, telle qu'on la conçoit, est un atout et un handicap. Donc c'est vrai que, peut-être pour répondre à votre question, je vais m'étendre. Je juge de ma jeunesse dans le bon côté, puisque j'ai peut-être beaucoup d'énergie. J'ai peut-être moins d'engagement qu'une personne plus âgée. Je n'ai pas d'enfant, par exemple, pour l'instant. Et encore une fois, j'ai beaucoup d'énergie. J'ai beaucoup d'énergie. J'arrive à quand même réfléchir. Vous y êtes pris quand même assez tôt. Vous êtes docteur en médecine humaine. Exactement. En même temps, vous avez un bachelor en résolution des conflits et stratégie. Oui. Entre les deux, je ne vois pas un lien assez rapide, mais vous avez pu combiner les deux. Oui. C'est pas facile. Non, en effet, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, mais c'est faisable. C'est faisable. Je pense qu'il s'agit de s'organiser. Le plus important, c'est de s'organiser et de toujours, comme j'aime le dire, dégager les priorités. Donc, vous devez absolument avoir un organigramme de vos priorités. Savoir à quel moment vous devez étudier, quelle matière, pourquoi. Vous connaître aussi, par exemple, pour pouvoir savoir, par exemple, qu'un domaine de votre vie peut être traité à telle heure de la journée, tel jour de la journée, telle période du mois. Et à ce moment-là, maximiser chacune de vos entreprises. C'est très important. Très, très important. On Ouais. parle du leadership féminin en République démocratique du Congo, défis et perspectives. Tout de suite, ma première question sur ces sujets, c'est de vouloir que vous puissiez donner une opinion. Est-ce que ce leadership est en train de s'imprimer en République démocratique du Congo? Je pense. Quand j'entends leadership, je ne pense pas foncièrement et uniquement aux femmes qui occupent des postes de décision. Pour moi, le leadership est ancré dans la population. Le leadership, ce sont nos mères. Le leadership, ce sont nos enseignantes de l'école primaire et de la maternelle. Donc, forcément, il est naturel, ce leadership en RDC. Oui, ça c'est inné en fait. C'est inné, il est existant, il est même omniprésent. Le leadership, c'est la bonne humeur de la dame qui vend les bitécoutécou que vous mangez, qui sont sur le marché, puisque finalement, sans son impulsion, sans son avis, le pouvoir d'achat est un petit peu balancé, contrebalancé. Donc, c'est l'implication de la vie, de la présence de la femme et de sa féminité dans tous ses atouts au sein de la société. Donc, je pense que oui, il est ancré, il est inné, il existe depuis la création du monde. Maintenant, il faut parler de l'institutionnalisation de ce leadership. C'est là qu'il y a un grand problème. C'est là le un bémol. problème. Et c'est quand même assez paradoxal, puisqu'il est inné, comme on vient de se le dire tout à l'heure, dans notre société, il n'y a aucun problème. Mais quand il s'agit de parler de postes, de représentation, de représentativité, de quotas, de décision au niveau des institutions et des organes de décision, c'est là que le bas blesse. Pourquoi ? C'est la question que l'on se pose. Pourquoi ça ne marche pas? Est-ce que le problème, c'est la femme elle-même qui ne veut pas se découvrir et se mettre au service des autres, parce que c'est ça aussi le leadership, oui. ou c'est l'État
qui n'a pas engagé, qui n'a pas mis en œuvre des politiques assez fortes pour impulser, la pousser un peu. Ok. Alors, je pense que la femme ne devrait pas être incriminée par rapport à ce manque de représentativité ou ce manque d'ancrage institutionnel du leadership féminin, dans le sens où des femmes qui se battent pour pouvoir être représentées existent, des femmes qui se battent pour pouvoir avoir un mot à dire face à des cordées et des courras d'hommes existent, elles existent, des Congolaises, elles sont nombreuses. Ne fût-ce que le fait d'aller à l'université, par exemple, et de se mêler en fait à ceux qui seront l'entonnoir des décideurs et de se distinguer et de travailler avec abnégation, tout ceci fait partie pour moi du combat pour l'ancrage institutionnel du leadership féminin. Alors, je n'incriminerai pas vraiment la femme quant à ce. Je pense que le problème est sociétal. Il est sociétal. Il y a un problème de culture aussi? Oui, peut-être un petit peu culturel, mais surtout sociétal. Mhm. Surtout sociétal. Puisque nous avons des cultures en RDC qui donnent une place au niveau des organes culturels de décision à la femme. Il y a des reines très élevées. Dans des villages. Exactement. Et elles ont exactement. Vous avez pouvoir, le matriarcat, oui. vous avez l'association des femmes dans les décisions du village. Donc peut-être qu'incriminer la culture aussi ne serait pas exact. Je pense que c'est sociétal. C'est tout un mélange en fait de faits de société qui font de sorte à ce que la misogynie générale s'installe. Mais la misogynie s'installe aussi au sein du chef de certaines femmes. Et c'est ça qui devient le plus dangereux. Je dis bien certaines pour ne pas incriminer. Et quelle est la part de l'homme dans tout ça? Justement, quand je parle Est-ce qu'il n'est pas aussi égoïste? Il l'est, mais quelque part, il n'est pas suffisamment combattu pour que son égoïsme se restreigne. On le laisse faire, quelque part. Mais c'est un phénomène sociétal. Donc, incriminer une personne, une partie plutôt qu'une autre ne serait pas juste. C'est un petit peu l'idée d'incriminer l'œuf ou la poule, en fait. Pareil. C'est qu'on comprend bien que c'est cette symbiose qui est un problème. Oui. Mais de votre parcours, l'on retiendra par exemple que vous avez su, je ne sais pas si je peux appeler vous imposer dans ce milieu-là où il y a ce problème sociétal, où les femmes ont du mal à incarner ce leadership institutionnel. Mais de vous, de votre parcours, toute jeune, on a déjà entendu parler de vous dans des partis politiques, dans ce que vous faites, dans l'entrepreneuriat, parce que vous avez aussi des entreprises, des sous-traitances minières, vous êtes dans beaucoup de secteurs dans l'entrepreneuriat. Ce n'est pas toujours évident. Sur quoi repose votre réussite, entre guillemets, on peut le dire ainsi, parce que vous êtes encore dans le processus? Oui, en effet. Merci. Et humblement, je ne parlerai pas de réussite, je parle de parcours. Oui. Parce que c'est beaucoup d'embûches, hein. C'est beaucoup de chutes, c'est beaucoup... Vous n'êtes pas encore satisfaite de ce que vous êtes devenue? Non, en fait, je remercie le Seigneur d'abord pour ce que je suis, hein, de façon générale, que ça a été moins bien ou mieux. Il faut être reconnaissant de ce que nous sommes. Toutefois, non, bien sûr. Non. Je n'ai pas atteint mes objectifs. Non. Aujourd'hui, si vous êtes quand même arrivé en tête de réfléchir, vous allez revenir, vous allez encore aller apprendre, par exemple? Pourquoi pas? Je souhaiterais vraiment beaucoup apprendre tout ce qui concerne l'économie. Encore? Surtout à l'économie. Vous allez dans des secteurs extrêmes. Hein? Exactement, pour être la plus informée. J'ai besoin de m'informer et de maîtriser les domaines dans lesquels je me lance. Étant donné que vous êtes dans l'entrepreneuriat aussi. Voilà, donc j'aimerais l'économie et la théologie aussi. Théologie? Voilà. Ouais. Laquelle des théologies? Alors la théologie classique qui parle en fait de tout mouvement religieux et croyance. Ok. Voilà, donc pour pouvoir peut-être mieux comprendre le monde. Voilà, alors sur quoi vous reposez votre secret, votre détermination à pouvoir réussir? Alors, la détermination de pouvoir surtout ne pas échouer. Donc oui, il y a une différence. C'est plutôt surtout de ne pas échouer. Vient de l'éducation que j'ai reçue. Je remercie mes parents pour ça. Une éducation très ferme, très stricte, avec certes beaucoup de privilèges. Je ne peux pas me plaindre.
mais très strict. Mes parents sont communistes donc d'idéologie communiste, hein. Et donc nous avons grandi dans la maison avec des vertus et des valeurs autour Ok. du communisme, notamment... Donc, tout part de l'éducation aussi. exactement, notamment le travaillisme. Mhm. Donc j'ai appris à travailler très jeune et j'ai appris à développer une foi, une foi véritable en le travail, impactant sur la communauté, en le travail comme révélation de son état de santé, en le travail comme espace de délection, espace de service, de patriotisme aussi, donc vraiment autour du travail. Donc, ça, tout part de l'éducation. Et puis après, des rôles modèles que j'ai eu à avoir, notamment Bernard Kouchner. Ok. Alors, ce qui est drôle et ce que vous avez relevé, c'est qu'en effet, la médecine, la résolution des conflits liés donc à l'humanitaire, les stratégies Mhm. n'ont peut-être à la base rien à voir, Oui. mais elles ont été toutes symbolisées et toutes communiées dans le parcours et au sein du parcours d'un homme qui a été mon modèle depuis que j'ai 10 ans, qui s'appelle Bernard Kouchner, Ok. qui était docteur en médecine, qui a été ministre de la Santé en France, et puis ministre des Affaires étrangères, qui a été le promoteur de Médecins sans frontières. Donc vous voyez qu'il y a toute cette implication dans la résolution des conflits, Oui. de façon politique, dans la diplomatie, mais également par rapport à l'apport sanitaire proprement dit, l'apport médical, l'abnégation, le secours à l'autre. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le côté polyvalent du personnage. Et je me suis donné les moyens de pouvoir... Vous-même, vous êtes polyvalente aussi. Je l'espère. Je l'espère. Ah, l'on espère aussi. À un certain moment, les gens ne penseraient pas que vous avez plusieurs casquettes parce que vous ne vous retrouvez pas dans l'un des domaines. Vous tâtez un autre domaine pourvu que ça marche. Ce n'est pas ça qui vous motive, non? Alors, je dois dire quand même que dans l'entrepreneuriat, j'ai un petit peu évolué comme vous le décrivez. Donc, en commençant dans ma première société hein, que j'ai eue à l'âge de 20 ans, était une société qui était spécialisée en construction de pavés et de blocs. Mhm. Et donc voilà, pour moi, c'est poussé par une passion, mais le capital que j'avais en main me permettait de n'investir que dans ce domaine-là. Donc je me suis lancée, en fait, que dans ce domaine-là qui me plaisait. Donc je me suis lancée. J'essaye toujours de mêler le possible, l'agréable et l'utile. C'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Ok. Alors, ces expériences n'ont pas forcément marché outre mesure. Alors, je me suis lancée dans l'agriculture. Nous avons acheté avec un ami associé notre ferme au Nord Kivu à Rutshuru, qui malheureusement, à cause du contexte sécuritaire depuis quelques années, ne fonctionne plus de façon optimale. Donc, nous avons commencé l'exploitation agricole en me disant que j'allais lutter contre la faim en RDC et en même temps que ça me permettrait d'être aussi autonome. Voilà. Donc, toujours lier l'utile, l'agréable et le possible en fonction des moyens que j'ai. Voilà. Les conditions sécuritaires ont fait de sorte à ce que ça ne fonctionne pas outre mesure. On a bien travaillé pendant 2 saisons et puis après, ça n'a plus fonctionné. Alors, je me suis lancée dans d'autres initiatives. Voilà. Donc, pour répondre un petit peu à votre question, par rapport à l'entrepreneuriat, c'est vrai que j'ai eu des tentatives un petit peu tentaculaires comme ça, mais toujours dans des domaines qui me séduisent de façon essentielle. Il y a d'abord la passion en vous. Oui, il y a d'abord la passion. Ce sont des domaines qui m'intéressent. Et puis, j'essaye d'investir. Et quand ça ne fonctionne pas, on constate que ça ne fonctionne pas. Et on essaye de voir comment corriger pour rééchouer encore dans un autre domaine et réussir à la fin. Alors, comment réveiller justement ces générations futures ou générations actuelles? Nous sommes toutes jeunes. Oui. Le pays doit compter sur nous par rapport à ce leadership. Nous l'avons déjà, mais il devrait être de plus en plus visible jusqu'à arriver à impacter de plus en plus la société congolaise. Comment réveiller ces générations actuelles? Surtout à l'heure
où la technologie est de plus en plus utilisée, c'est aussi un avantage, n'est-ce pas? Alors oui, dans toute chose, il existe des avantages et des inconvénients. La technologie au jour d'aujourd'hui peut être également vue, l'avènement ou l'accessibilité à la technologie, à ses attraits, peut aussi être associée à une dépravation des mœurs. Une dépravation. Oui, quand il est mal utilisé. Voilà. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un avantage et un inconvénient par rapport aux événements du monde. Mais je pense que le socle de tout est l'éducation. Vous insistez beaucoup sur l'éducation. J'insiste beaucoup sur l'éducation. J'insiste sur l'éducation et puis sur l'instruction. Oui. Comment voulez-vous qu'un parent puisse éduquer de façon optimale un enfant quand lui-même est dans une situation de vie critique? Alors, quel est le rapport qu'il aura avec son enfant? Est-ce qu'il est disposé à pouvoir planter les arbres nécessaires de l'éducation de l'enfant afin qu'il puisse grandir avec ses vertus? Quel est son état d'esprit au jour où les OMD ici ne sont même pas atteints ou résolus, même à leur tiers? On n'en parle pas, oui. Vous comprenez? Un parent qui a encore des problèmes d'accessibilité à l'eau, à l'électricité, à la nourriture. Le tableau est sombre, de manière générale. Alors, comment attendre énormément d'un parent qui vit lui-même ce type de situation? Alors, je pense qu'il y a une dégradation de façon générale de la qualité de l'éducation et surtout de la qualité de l'éducation des filles qui, exposées à cette mondialisation, à l'attrait du neuf, à l'attrait du rapide, à l'attrait du facile, et peut-être sans repère véritable, donc de l'éducation à l'instruction, à l'environnement dans lequel elles évoluent également, avec des principes culturels féminisants. Il y a tout ça aussi qui joue. Donc comme je vous ai dit, c'est sociétal, c'est global, c'est pas un seul indicateur qui ne va pas. Alors, vous avez une difficulté notoire de pouvoir créer une classe sociale féminine de qualité. Alors, où est-ce qu'il faut toucher? Il faut toucher de façon générale d'abord sur la conscience des aînés pour pouvoir conseiller les seconds. Ça pour moi... Alors que les aînés, parfois, vous êtes inaccessibles. Oui, bon, je m'arrange pour essayer d'être le plus accessible possible. Je m'arrange, vraiment. C'est un cas particulier, on peut le dire ainsi. Oui, mais de nombreuses personnes sont accessibles. Après, il ne faut pas forcément avoir de poste ou d'occupation politique ou autre chose pour pouvoir conseiller un second ou un plus jeune. Oui. Le simple fait d'être aîné et d'être de bonne moralité vous donne le devoir en réalité ou l'opportunité, on va dire ça un peu de façon sympa. Mais ceci, justement dans le cadre, dans ce contexte de conseil, ceci n'est pas une raison valable pour que les jeunes filles se laissent aller par rapport au contexte actuel, parce que les parents sont devenus presque défaillants dans plusieurs domaines. Totalement. Mais en tant que femme, il y a ce devoir de moralité qui nous tient, malgré le contexte. Oui. Comment faire? Alors, le devoir de moralité, encore une fois, est idéal. Il est idéal dans un monde où les paramètres vous permettent de pouvoir développer cette moralité et après d'en faire un devoir. Donc, pour moi, une des pistes de solution, en attendant que les OMD aient une réponse, en attendant qu'on améliore les conditions de vie de nos parents, oui. Qu'on puisse soumettre, mais vraiment qu'on sente un gouvernement, un État fort qui soumette la population à une obligation de pouvoir scolariser les enfants, de pouvoir les socialiser dans des milieux là où l'instruction ou la réflexion est autre que les caractères primaires et féminisants qu'on peut rencontrer en fait dans la société. En attendant que tout cela se passe, il faudrait responsabiliser les aînés qui ont compris. Je parle d'aînés comme responsables sociétals, qu'ils soient parents, qu'ils soient grands frères, grandes sœurs, qu'ils soient amis du quartier, qu'ils soient enseignants, qu'ils soient encadreurs spirituels. Okay. Donc vraiment pour moi c'est important, puisque là où le parent biologique ou d'adoption de l'enfant peut défaillir, il est toujours bon d'avoir
comme un repère dans la société. Et je profite de ce plateau télé pour demander à chaque femme ou à chaque homme qu'on appelle genré, je n'aime pas trop le terme, mais au moins ça passe et c'est compréhensible, de pouvoir ressentir ce devoir de moralité, ce devoir de responsabilité en tant qu'aîné face à cette population de jeunes femmes et de jeunes hommes qui comprennent de moins en moins ce qu'est d'être un citoyen véritable, un bon citoyen. Alors pour revenir un petit peu au leadership féminin au niveau des institutions, j'insiste encore sur le conseil, sur l'orientation, sur le partage d'expériences des aînés avec les seconds, mais surtout sur l'encouragement. Le problème que nous avons aussi entre femmes et entre aînés et seconds, nous avons un problème de positionnement. Les aînés ont tendance à ne pas encourager ceux qui viennent après eux, parce qu'ils se battent déjà eux-mêmes pour pouvoir être positionnés quelque part. Donc, on a ce problème un petit peu de... guerre de génération. Oui, voilà, quelque part. Donc, ce vieillisme-là dessert souvent. C'est vraiment pour ça que j'insiste sur la responsabilité des aînés de pouvoir encadrer la jeunesse qui vient après. Et les accepter aussi, encadrer est une chose, mais accepter la jeunesse aussi, c'est autre chose. C'est là que on va aller dans un terrain un peu plus pratique. On voit par exemple dans le secteur de la politique, où après nomination, ce sont des réclamations, tel parti n'a pas été représenté, on est minoritaire, on ne nous a pas écoutés. Parce qu'il y a ce vieillisme dont vous avez parlé, où les gens s'accrochent éternellement à quelque chose, alors qu'il faudrait aussi insuffler un nouveau vent pour voir peut-être les choses changer. Alors, je fais partie de ceux qui pensent que les jeunes peuvent réussir à accompagner accompagner des plus vieux encore plus loin et encore mieux. Vous avez eu un accompagnement des vieux ? Oui. Je me suis toujours accrochée à mes aînés. J'ai eu l'opportunité d'en avoir de nombreux. Bon, déjà, je suis benjamine de ma famille, mais j'ai eu la possibilité d'avoir des aînés dans la société qui ont cru en moi, grâce à Dieu, et qui ont accepté de m'accompagner, qui ont accepté de me porter. Donc vous êtes accompagnable. Je l'espère. Parce qu'il y a des personnes aussi qui ne le sont pas. C'est vrai, c'est vrai. Donc, il faut travailler sur tout ça. Et puis, après, ce n'est pas tout le monde qui est supposé ou qui a attendu à avoir des postes de responsabilité. Il existe la classe dirigeante et la classe dirigée. Oui. Mais au moins, pour pouvoir avoir une classe dirigeante de qualité, que l'on puisse avoir un encadrement de valeur. Mais ce leadership institutionnel aussi ne se limite pas qu'à la politique. Totalement. Il y a les secteurs de l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les femmes peuvent se distinguer parce qu'elles en ont des atouts. Oui. Ça a été démontré à plusieurs reprises, mais ça bloque toujours. Est-ce que la nomination, par exemple, un peu plus de membres dans le gouvernement pourrait changer le décor ? Je parle bien de décor. Oui, je l'espère. Je pense que cela pourrait créer une sorte d'impulsion, donc qui induirait une petite réaction de la part des chefs d'entreprise qui se diraient un gouvernement qui est plus féminin. Donc c'est-à-dire qu'on attend de nous aussi que l'on applique véritablement la loi d'inclusion et de représentativité des femmes dans nos sociétés, puisque finalement, oui, nous avons un ministère du genre, nous avons des divisions, des inspections, mais qui fait vraiment ce travail-là d'aller vérifier si dans les sociétés on a une représentativité, si la discrimination positive est véritable, si elle est effective, etc. Donc peut-être que oui, ça poussera les chefs d'entreprise à davantage faire attention. Je l'espère. Et pour arriver à ce leadership d'excellence, qu'est-ce que les femmes doivent inculquer en elles-mêmes ? Parce que déjà, de manière naturelle, on est leader. Oui. Chacune, nos mamans, on a vécu ça. Elles Absolument. sont des leaders dans les foyers, celles qui nourrissent, celles qui impriment leur vision dans les foyers. C'est déjà beaucoup. Mais pour que ça soit vraiment vu de tout le monde, pour que les choses changent comme dans d'autres pays, qu'est-ce que la femme congolaise doit faire ? Je pense que la femme congolaise doit d'abord commencer à
à prendre connaissance de ce qu'elle est, des valeurs qu'elle a. Puisque je pense que la femme congolaise a un souci de connaissance de soi, ou peut-être qu'elle a un problème. Elle ne réalise pas ce qu'elle vaut. Elle ne réalise pas sa qualité. Elle ne réalise pas... oui, quand je parle de qualité, je parle de sa dureté, puisque la femme congolaise est une femme qui vit dans une zone de conflit de façon générale. Alors ces conflits, s'ils ne sont pas armés, sont des conflits sociaux, des conflits sociétaux, des conflits économiques. La femme congolaise... Elle tient le coup, malgré. Elle tient le coup, elle tient le coup. Là où les autres se battent, elle est là pour panser les plaies finalement. Donc la femme congolaise doit d'abord... Elle a une forte capacité de résilience. Absolument. Je pense que c'est le mot. Il faut qu'elle se rende compte de cela d'abord. Qu'elle se rende compte de sa grandeur. C'est un atout. Oui. Oui, je pense qu'on va commencer par là. Et puis ensuite qu'elle cherche à apprendre. Qu'elle cherche à apprendre, qu'elle s'instruise. Je crois que c'est là la plus grande faiblesse. Ouais. C'est ce qui nous manque en fait. La femme congolaise doit s'instruire. Malheureusement, nous avons dans notre société parfois des légendes urbaines qui disent qu'une femme qui connaît trop, qui s'instruit trop, qui est trop intéressée par les lettres, par la science, par la connaissance, n'est pas une bonne épouse. Oui. Elle ne sera jamais une bonne femme ni une bonne mère, puisqu'elle a toujours beaucoup de français dans la bouche, beaucoup de... Elle risque de mettre le pantalon à la place de l'homme. Exactement, exactement. Et je pense que ces idées font aussi peur à certaines femmes. Ces idées font aussi peur à certaines femmes. Ce sont des idées où c'est parti d'une expérience, peut-être des gens qui l'ont vécu dans le temps, où il y a des femmes qui se sont imposées dans la société, mais qui n'ont pas été des bonnes épouses, peut-être de par cette expérience qu'on a mal caricaturée, hein, ces femmes instruites, la femme élite, tout ça. C'est possible. Je pense que c'est possible, mais je pense qu'on a plutôt essayé de réfléchir en fonction de ce qui s'est passé outre-mer. Là où les problèmes d'ordre conjugaux ou autres n'ont rien à voir avec le lettrisme finalement, bien que les indices et les indicateurs sont concomitants ou parallèles. Mais je pense qu'on a essayé de montrer l'exemple sur un autre continent, puisque combien de femmes en RDC, pour pouvoir représenter un échantillon significatif, ont déjà eu des postes de responsabilité, qu'ils soient en politique ou autre chose, et ont défailli dans leur vie conjugale. Beaucoup diront, oh, elles sont nombreuses. Oui, mais on parle d'échantillons représentatifs, on est 80 millions concrets de Congolais. Donc voilà, je pense qu'on a essayé de se calquer plutôt sur les réalités d'outre-mer en racontant une histoire à notre façon. Et c'est dommage. Mais il faudrait aussi appeler les femmes à garder l'équilibre, oui. Parce qu'à un certain moment, on peut dire qu'il n'y a pas eu des cas concrets, mais ça peut arriver, hein, que parfois des femmes qui atteignent des postes de responsabilité perdent un certain équilibre social. Oui, c'est vrai. C'est vrai dans certains cas. C'est vrai dans certains cas, et pour avoir discuté avec certaines personnes qui ont en effet vécu cela, cela était surtout dû à l'attentisme de façon générale de leur environnement de service. Donc on se dit, étant donné que c'est une femme, étant donné qu'on lui donne l'opportunité de pouvoir se démarquer, parce qu'on vous donne l'opportunité quand vous êtes une femme, ce n'est pas naturel, n'est-ce pas, un acquis. Un acquis. C'est une opportunité qu'on vous offre sur un plateau et que vous devez prendre donc avec 6 mains et tous vos pieds. Il y a un attentisme de façon générale qui vous pousse à chercher l'excellence au desiderata, malheureusement, de votre environnement social. De ceux qui vous donnent social, cette opportunité. En fait, voilà. Ça devient un double défi. Et ça devient un double défi. Et souvent, l'attentisme aussi de ceux que vous avez laissés à la maison, de votre environnement privé et intime, est un petit peu déséquilibré, entaché en effet. Pourvu aussi que vous puissiez tomber sur un homme qui vous encourage. Ça aussi, c'est un handicap. En effet. Et je l'ai toujours dit, j'ai une grande chance d'avoir un partenaire de vie qui comprenne absolument ce dans quoi nous sommes et qui m'encourage chaque jour à pouvoir... Sinon, vous choisissez. À un certain moment, il y a un choix qu'il faut opérer quand vous ne tombez pas sur la bonne personne. Oui, absolument.
Et donc, c'est vrai que je ne vais pas recommander de tomber sur la bonne personne. Parce que oui, il faut le faire. Il faut recommander les jeunes filles à tomber sur des bonnes personnes. Sinon, elles vont mourir avec leurs ambitions. Soit elles vont les enterrer au profit du mariage. Oui, en effet. Après, le mariage est une institution aussi. Hein. Le mariage est une institution. Mais ce n'est pas une finalité pour tout le monde. Ce n'est pas une finalité pour tout le monde, en effet. Oui, en effet. Vous partagez cet avis? Je partage cet avis, puisque je suis quelqu'un d'assez relativiste et très nuancé. Je pense qu'il existe des femmes carriéristes qui n'ont pas pour finalité d'être épouses. Je pense également en fait que le mariage est une institution divine, donc il est mis à la disposition de toute femme et de tout homme qui pourrait trouver le bonheur et une certaine adoration dans un couple joint, donc avec postérité ou pas, quoi. Je pense aussi qu'il existe des personnes comme Jeanne d'Arc ou autres femmes qui ont leur destin lié au développement de leur environnement. Je pense que ça existe aussi. Donc, c'est à chacun de se découvrir, comme vous l'avez dit. Exactement. C'est le grand exercice à faire. Oui, je pense qu'il est important que chacun puisse se connaître, se découvrir et parfaire dans cela. De ne pas vivre avec des frustrations. Aussi. De ne pas essayer d'imiter ce qui est inimitable. D'essayer de créer un petit peu son développement personnel. Et c'est ce qui est utile pour la société, finalement. Tout à fait. On a fini, mais avant de finir, vous avez organisé une formation à la cordonnerie, si je ne me trompe? Oui. Comment ça s'est passé? Alors, c'est encore une fois promotrice d'une fondation. Promotrice d'une fondation qui s'appelle Louengue. Ok. En fait, bon, ma mère est le chef en réalité, c'est la directrice, je suis la promotrice. Donc, j'ai rencontré un jeune homme qui s'appelle Jérémy, qui a lui aussi une association, Boigna Expo, qui forme des jeunes femmes. Il expliquera lui-même, j'espère, un jour sur votre plateau pourquoi des femmes et pas des hommes, oui. En cordonnerie. Alors, il a... C'est un peu atypique. C'est absolument extraordinaire. Et il a comme particularité d'avoir mélangé à cette cordonnerie de la customisation d'accessoires. Okay. Donc, vous avez tout ce qui est habillage d'accessoires en pagne, construction aussi d'accessoires en pagne, donc de la matrice, etc. Et sa formation... est une formation en coupe, couture et cordonnerie. Ok. Ouais. Donc c'est vrai qu'il fait de façon générale un petit peu le Et tout. vous êtes venu en appui? Alors, avant d'être venu en appui, je lui ai demandé de me rencontrer. Cette personne a accepté de me rencontrer et nous avons décidé de monter ensemble un ensemble de formations pour les femmes au sein des partis politiques ou au sein des communautés. Alors pourquoi ? Puisque nous nous sommes rendus compte que beaucoup de partis politiques n'avaient pas d'initiative communautaire, en fait, d'initiative sociale. En fait, on a besoin de nos militants uniquement quand il y a manifestation. Pour aller acclamer. Voilà, le jour des élections. Faire des you-you. C'est que nous dénonçons toujours. Alors qu'il est possible, en fait, que ces personnes auxquelles nous ne pouvons pas donner de réponse à tous leurs problèmes de vie, puissent se sentir un minimum considérés, occupés. Et autonomes. Et autonomes, exactement. Donc c'est ainsi que nous avons décidé de pouvoir lancer un ensemble de formations que la fondation Louengue a pris en charge d'abord pour certaines femmes de partis politiques, toutes tendances confondues. Alors l'engouement a été tel que les femmes de certaines communautés ont voulu intégrer la formation et donc nous ont attrapés en cours de route. Okay. Donc pour l'instant, c'est vrai que c'est une expérience qui est favorable. Mais après, vous allez donner quand même des fonds pour qu'elles puissent démarrer leurs activités de manière indépendante. Oui, alors l'idée en fait était de pouvoir, après avoir acquis cette connaissance, soit continuer seul, soit s'associer à nous, afin de pouvoir justement créer une petite unité de production qui leur permettrait d'avoir des dividendes systématiquement sur chaque produit. Merci Madame Nadine Bakary d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous pour l'invitation. La femme est donc appelée à imprimer un leadership d'excellence. Elle est donc celle dont le leadership doit impacter sur la transformation sociale. Nous parlerons de ce modèle de leadership avec
Docteur Nadine Bakary, vous avez plusieurs casquettes, ce qui démontre justement vos capacités à influencer le monde autour de vous.